Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur nos premiers cours à distance qui vont porter sur la guerre froide, programme de troisième donc. Donc un chapitre sur lequel, pour ceux qui étaient là vendredi, je vais pu distribuer un certain nombre de fiches. Donc pour ceux qui ne les ont pas, je les afficherai directement ici et je m'arrangerai pour que tous les documents soient visibles à partir du moment où vous avez un écran d'une résolution suffisante. Vous avez vu que ça va être compliqué au niveau de mon bureau numérique, ils ont beaucoup de mal à répondre à l'ensemble des sollicitations du réseau. Alors je ne sais pas quand ça sera prêt, en tout cas ça c'est les équipes du département et pas les nôtres qui peuvent gérer ce genre de choses là. Donc en attendant, voilà, guerre froide. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de guerre froide? Regardons ensemble directement comment ça se passe. Donc la guerre froide, elle commence pour les historiens en 1947-1948, avec, après la Deuxième Guerre mondiale, une différenciation qui va se faire entre, d'un côté, les alliés des USA, et de l'autre côté, les pays que l'URSS va prendre sous son aile. URSS qui est encore gérée par Staline, et à partir de là jusqu'en 1953, donc URSS qui est encore totalement dictatoriale. Et l'URSS va tenter de faire passer l'ensemble des pays de l'Est de l'Europe sous la domination soviétique avec l'installation de partis communistes importants dans ces zones qui prennent le pouvoir sur les différents territoires. Donc regardons déjà à quoi ressemble l'Europe à partir de 1947. Donc la ligne noire qui est là correspond à une nouveauté que Winston Churchill, le Premier ministre anglais qui avait pendant la Deuxième Guerre mondiale aidé à défaire Hitler et avait commandé l'ensemble des actions anglaises, appelle le rideau de fer. Donc cette zone-là, le rideau de fer, regardons exactement à quoi elle ressemble, avec ceci. Donc, premier document. Donc à chaque fois qu'on aura des documents, je vous les mets, et on les regardera et on les étudiera ensemble. Voilà. Donc premier document, le rideau de fer, discours de Churchill du 5 mars 1946 à Fulton, USA, lors de son voyage là-bas. Donc je vous conseille de poser la vidéo maintenant et de lire ce document, les 5 petites lignes qui sont ici. Alors maintenant que c'est fait, on va partir du principe que vous avez mis la vidéo en pause, on va étudier ensemble ce document. Donc vous avez pu voir que Churchill met en place un nom particulier pour cette ligne. Il l'appelle rideau de fer. Alors pourquoi rideau de fer? Parce que tout simplement ça va être une ligne de barbelés qui va séparer en deux zones de l'Europe pour lesquelles Churchill a aussi deux noms que vous aurez certainement trouvés. D'un côté, à l'est, il appelle cette zone la sphère soviétique. Et il dit que les partis communistes ont pris le pouvoir dans toute cette zone et cherchent partout à exercer un contrôle totalitaire, donc dictatorial. Et de l'autre côté, évidemment, il y a une autre sphère pour Churchill et pour les démocrates de l'Ouest autour des États-Unis, du Royaume-Uni, des autres vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, notamment la France, rappelez-vous avec De Gaulle et la Résistance, qui a permis de faire considérer la France comme vainqueur de la guerre. Pour eux, vous avez une zone démocratique. Donc on en arrive à une division en deux de cette zone. Que voilà. Un monde qui devient donc bipolaire. Et l'Europe aussi devient bipolaire, avec un point particulier qu'il faut absolument avoir bien compris, le point de Berlin. Alors si vous regardez bien, notre fameux rideau de fer, lui, il va organiser la zone sur un principe nord-sud. Alors ce pays, la Yougoslavie, peut être considéré comme communiste. Il est à ce moment-là communiste, il est dictatorial, c'est un allié de Moscou. Il a simplement un statut particulier, ça c'est un détail. Donc ce rideau de fer qui est là va séparer donc l'Europe en deux zones. Du côté ouest, l'ensemble de ceux qui vont rester démocratiques et alliés de l'USA. En blanc, vous avez les pays qui à ce moment-là n'acceptent pas l'aide américaine. C'est un point à part, ces pays, certains d'entre eux vont passer au statut dictatorial aussi, notamment l'Espagne, etc. Du côté est, vous avez par contre tous les pays que l'Union soviétique va obliger à
d'après une doctrine qu'on va étudier aussi, qu'on appelle la doctrine Jdanov, du nom de celui qui la met en place avec, évidemment, Staline à sa tête. Cette doctrine-là va amener un contrôle totalitaire communiste sur ces pays. Alors le point particulier qu'il faut absolument avoir bien compris, c'est ici, Berlin. Alors Berlin, c'est une ville qui est à 100% dans la zone qui a été prise par les soviétiques. Pourquoi toute cette zone de l'Est, elle, est sous contrôle soviétique? Parce que c'est là que les armées soviétiques sont arrivées. En gros, c'est là où vous avez la ligne de répartition entre les troupes alliées à l'Ouest et les troupes soviétiques à l'Est lors de la libération de l'Europe pendant les années 1944 et 1945. Du côté ouest, les Alliés commencent à libérer à partir du débarquement en Sicile et du débarquement surtout en Normandie, le fameux D-Day du 6 juin 1944. De l'autre côté, c'est suite à la bataille de Stalingrad que les troupes soviétiques avancent progressivement vers l'ouest de l'Europe et arrivent à Berlin les premières. Donc c'est pour ça que les troupes soviétiques, normalement, auraient dû avoir tout le contrôle de Berlin. Mais les Alliés n'avaient pas forcément confiance en Staline et en son envie de paix et de démocratie. Ils ont eu bien raison à ce niveau-là. Et vous voyez, Berlin elle-même a été divisée en 4 zones. 4 zones qui n'en feront bientôt que 2. Alors regardez bien Berlin. Vous voyez que Berlin-Ouest, ici, est situé en plein milieu de la zone soviétique, qui correspondra bientôt, ça n'en prend pas encore le nom, à l'Allemagne de l'Est, la RDA, République démocratique allemande, qui n'a de démocratique que le nom. Donc cette zone de Berlin-Ouest, on est bien d'accord que tout autour, vous avez la zone communiste, composée à la fois de Berlin-Est et du reste de la partie Est de l'Allemagne, faisant partie justement du bloc soviétique, celui qui est à l'Est du fameux rideau de fer mentionné par Churchill. Du côté Ouest, vous avez 3 zones, qui sont les zones gérées par les Français, par le Royaume-Uni, par les Américains, Et à partir de là, ces 3 zones-là de Berlin-Ouest vont rester démocratiques. Elles sont entourées par une zone dictatoriale. Berlin n'est pas du tout situé sur le rideau de fer ici. Donc, autour de Berlin-Ouest, vous avez toute la zone soviétique. Donc à partir de là, les choses vont se différencier dans ces 2 zones. Une zone démocratique à l'ouest, une zone qui n'est pas démocratique, qui est dictatoriale et communiste à l'est. Et ces 2 zones vont avoir 2 pays phares. On va les appeler bloc soviétique pour ceux qui sont avec l'URSS ou bloc de l'Est, et bloc démocratique ou bloc de l'Ouest pour ceux qui sont autour des USA. Et ça va être basé, tout ceci, sur 2 doctrines, c'est-à-dire 2 ensembles d'idées qui sont mises en place globalement en 1947. Alors regardons. La première de ces doctrines, la doctrine Truman, du nom d'Harry Truman, président américain. Donc, mettons-nous la doctrine Truman au tableau. Voilà. Donc, doctrine dite doctrine Truman. Alors, une doctrine, c'est un ensemble d'idées. On va essayer d'augmenter encore un peu. Voilà. Et voilà. Donc, à partir de là, cette doctrine Truman, je vous propose de la lire également. Donc, je vous fais 2 captures. Voilà, une première là. Vous pouvez déjà lire ce qu'il y a là. En faisant pause, évidemment. Et la deuxième, qui est ici. Alors, maintenant que vous avez tous tout lu, regardons exactement en quoi ça consiste. Que nous dit justement Truman? Il dit que il faut aider à éviter les tentatives d'asservissement par des minorités armées ou des pressions venues de l'extérieur. Vous aurez tous remarqué que ces pressions, c'est celles de l'URSS pour lui. Il faut aider les peuples libres à forger leur destin de leurs propres mains, et pour ça, il faut leur donner une aide économique et financière. Cette aide économique et financière va porter le nom de plan Marshall, du nom de celui qui met ceci en place. Donc, à partir de là,
nous dit Truman, il y a un choix à faire. En réalité, ce n'est pas vraiment un choix, puisque le côté dictatorial va être imposé par les partis communistes qui sont mis en avant par l'Union soviétique dans tout l'Est de l'Europe. Ce choix, c'est celui entre le mode de vie démocratique. Alors, ce mode de vie démocratique, pour Truman, il a plusieurs paramètres. Il repose sur la volonté de la majorité. Il a un gouvernement qui représente ses citoyens, donc une démocratie. Les élections, ils sont libres. Les gens, spécifiquement, ils sont libres. On a la liberté de choix religieux et surtout la liberté de parole. Il ne faut pas que politiquement les gens soient oppressés, c'est-à-dire qu'ils soient obligés à quoi que ce soit. Et l'autre mode de vie, prenons du rouge, puisque pour Truman c'est le mode soviétique, et vous savez, la couleur du communisme c'est le rouge, dans le drapeau de l'Union soviétique, dans le drapeau de la Chine, etc. Donc, volonté d'une minorité imposée par la force à une majorité, donc pas de démocratie, terreur et oppression, contrôle de la presse, rappelez-vous la fameuse Pravda dont on avait déjà parlé, ce journal qui s'appelle La Vérité et qui ne dit vraiment pas la vérité, des élections truquées, avec des partis communistes qui sont poussés en avant, et la suppression des libertés personnelles. Très clairement, Truman appelle ça un régime totalitaire. Donc pour Truman, afin d'éviter que les pays soient tentés par l'aventure communiste ou plus simplement forcés par l'URSS, il faut un soutien économique et financier. Alors évidemment, il faudra aussi une alliance notamment dans le domaine militaire pour protéger ces pays. Parce que vous le savez, il y a une nouvelle inconnue, c'est l'arme nucléaire. Cette arme nucléaire qui a été mise en place par les Américains par le projet Manhattan, qui a été utilisée 2 fois à Hiroshima et Nagasaki en août 1945, et cette arme, les Soviétiques vont très rapidement s'en doter également. Donc il va falloir protéger l'Europe qui, elle, n'a pas encore cet armement-là, et aussi, pour les Américains, imposer leur leadership. Donc à partir de là, voilà la doctrine Truman, c'est-à-dire que les Américains vont mettre en place ceci. Donc en 1947, leur doctrine, comme on l'a dit, c'est aider les peuples libres à résister au communisme. Donc, première idée, il faut aider les peuples à résister au communisme. Pour ça, il faut les aider financièrement, parce qu'ils veulent reconstruire. Et les pays d'Europe sont dans une situation financière catastrophique après la Deuxième Guerre mondiale et ses dégradations. Ceci met en place le fameux bloc de l'Ouest ou bloc occidental, et l'organisation militaire sous commandement américain qui va regrouper les pays de ce qu'ils appellent l'Alliance Atlantique Économique s'appelle l'OTAN, Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Tout ceci compose le bloc de l'Ouest, bloc occidental, avec à sa tête le pays qui en deviendra le leader, les USA. Vous avez un de nos premiers belligérants de la guerre froide ici. Alors cette guerre froide, justement, ça va être une période de tension énorme entre les Américains et le deuxième bloc, le bloc soviétique, celui de l'URSS. Alors regardons maintenant la deuxième doctrine, la doctrine Jdanov, celle qui est mise en place par les soviétiques eux-mêmes. Donc la doctrine Jdanov, qu'on va pouvoir lire également, et que je vous mets évidemment en plus grand. Donc voilà, première partie. Si j'ai mis assez, je vais revenir au début. Première partie. Deuxième partie. Donc on va éviter de faire du montage, parce que si j'ai en plus du montage à faire, on va pas s'en sortir. Donc ça risque de bafouiller beaucoup. Mais je pense que vous comprendrez l'essentiel. Alors regardons. Notre fameuse doctrine. Regardons à quoi elle ressemble. Donc Jdanov, lui, vous l'aurez remarqué,
Un drôle de discours, parce qu'il accuse les Américains. Il les accuse d'être les impérialistes. Il se base sur une idée. Les Américains, c'est eux les impérialistes. Alors... Ah bah, faut que je prenne le bon outil, sinon ça risque pas de marcher. Voilà. Donc les Américains, c'est les impérialistes, pour une raison simple. Ils ont un empire. Cet empire, c'est les colonies. Ils les accusent d'avoir des colonies et d'être donc eux les dictateurs. Alors c'est un argument classique de pays dictatorial. Accusez les autres de ce que vous faites vous-même. Comme ça, vous les faites passer eux pour les dictatures. Alors on le verra dans un prochain chapitre, justement. C'est pas fou, les colonies. Hein. C'est absolument une situation de domination européenne sur notamment les autres régions du monde, qui va amener beaucoup de problèmes, notamment le problème de la décolonisation qu'on va voir, puis le problème de toute une population coloniale qui va être considérée comme étant des sous-citoyens. Donc on se sert du côté soviétique de cette situation coloniale pour accuser les Américains et les Européens d'être eux les impérialistes. Il ferait bien de balayer aussi devant leur porte à ce niveau-là les soviétiques, mais ce n'est absolument pas ce que font les dictateurs. Parce que eux, évidemment, vous l'avez vu, ils se prétendent anti-impérialistes, antifascistes. Je vous rappelle le principe du fascisme, qui est basé sur les faisceaux de notre fameux Mussolini, qui est donc l'ensemble des dictatures racistes qu'on a pu voir, notamment pendant la période de 1922-1945, Mussolini en Italie, Hitler en Allemagne. Donc vous avez des pays, l'URSS, et puis ce qu'il appelle la démocratie nouvelle, et vous aurez remarqué qu'il précise, Janov, qu'il y a des catégories politiques de partis qui sont vraiment au centre de tout ceci. C'est les partis communistes. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Les partis communistes, comme par hasard, gagnent des élections, comme par hasard, deviennent très importants, alors qu'ils n'avaient pas d'importance avant vraiment la Deuxième Guerre mondiale dans ces zones. Donc en fait, les partis communistes sont clairement poussés par l'Union soviétique pour récupérer le contrôle de la zone, faire croire que c'est ce que voulaient les populations. Donc à partir de là, vous avez une deuxième doctrine, donc la doctrine dite Jdanov. Il faudrait résister au plan américain qui serait d'asservir l'Europe dans un impérialisme. Alors on peut accuser les Américains de plein de choses, mais là vous voyez bien que on a un camp qui est clairement plus dictatorial que l'autre. C'est le camp soviétique. Alors comment ça se passe à ce niveau-là ? Ces deux doctrines-là vont nous amener à une deuxième idée, celle-ci, la doctrine Jdanov, donc, et tout ce qui va autour. Donc la doctrine Jdanov, c'est soutenir les révolutionnaires communistes et la lutte contre ce qu'ils appellent l'impérialisme américain. Tous les pays d'Europe de l'Est sont forcés d'accepter le communisme, sont forcés de refuser l'aide du plan Marshall, et le pacte de Varsovie est créé. C'est aussi une alliance qui correspond à la réponse à l'OTAN, et la réponse économique, c'est le CAEM, Conseil d'assistance économique mutuelle, qu'on peut aussi appeler Comecon. Sauf que là, le but, c'est plutôt de récupérer des richesses au profit de l'Union soviétique. Puisque l'Union soviétique, elle, va pouvoir utiliser notamment les industries de l'Allemagne de l'Est, notamment les zones qui sont des zones économiquement intéressantes, même dans le domaine agricole, pour les greniers à blé de l'Ukraine, etc., pour elle-même s'enrichir. Donc vous avez une drôle de situation. Vous avez une guerre en Europe, entre deux pays dont un n'est pas européen du tout, les USA, dont un est en partie européen au niveau continental, géographique, de géophysique, l'URSS. Et cette guerre, elle ne peut pas donner de combat. Elle peut que être une période d'immense tension. Parce que s'il y a des combats, on risque l'apocalypse nucléaire. Donc vous avez une période spécifique qu'on appelle à ce niveau-là la guerre froide. C'est une période de tension entre deux grandes puissances qui se combattent jamais directement, mais par petits pays interposés. Parce que ces deux puissances doivent empêcher une attaque directe par la menace de représailles nucléaires. On appelle ce principe la dissuasion nucléaire. Dissuader l'autre puissance de vous envoyer ces bombes en vous-même ayant beaucoup de menaces nucléaires. Bizarrement, ça va marcher, puisque personne, pour l'instant,
n'a osé, après les 2 bombes nucléaires d'Hiroshima et Nagasaki, en envoyer dans un contexte de combat. Il y a eu des tests, beaucoup. Il n'y a pas eu de bombes nucléaires utilisées dans un contexte guerrier. Donc, cette période de tension, c'est elle qui va porter le nom de guerre froide. Vous avez vu, avec les 2 doctrines qui se mettent en place, ça commence en 1947. Puis, vous en doutez, il y a un endroit en Europe qui pose un énorme problème et qui va être le centre épineux de ce problème européen. C'est Berlin. Qu'est-ce qu'on fait de Berlin ? Berlin-Ouest, c'est une enclave démocratique américaine et avec les Alliés, au milieu d'une zone qui est complètement soviétique. Alors Berlin-Est, aucun problème, vous pouvez vous déplacer comme vous voulez, mais Berlin-Ouest, si Staline dit on sort plus, comment qu'on fait ? Mais Staline ne peut pas l'envahir. S'il l'envahit, alors déclaration de guerre et peut-être menace nucléaire. Donc la situation, elle est bloquée à ce niveau-là. Et Berlin va être la première grande crise de cette fameuse guerre froide. D'où la fameuse crise que l'on appelle crise de Berlin. Elle a lieu de mai 48 à juin 49 et elle commence par un blocus. Berlin-Ouest est bloqué par Staline. Je vous mettrai des documents, des liens vers des documents vidéo, tout ça dans la description de la vidéo, pour vous permettre d'aller plus loin sur tous ces points. Donc le blocus de Berlin-Ouest par Staline, il va se faire autour de ce qui deviendra ensuite le mur de Berlin, mais qui ne s'appelle pas encore à ce moment-là mur de Berlin. Donc les Alliés, qu'est-ce qu'ils font ? Quand Staline dit « vous passez plus », ils vont passer par avion. Il y a 3 grands aéroports à Berlin à ce moment-là, un dans chaque zone, et les Alliés utilisent un pont aérien. Ils font venir des vivres, ils font venir du charbon, ils font venir tout ce qui permet à Berlin-Ouest de subsister. Et à partir de là, les avions ne peuvent pas être abattus par les soviétiques. Ce serait une déclaration de guerre. Donc, premier grand problème, première grande crise de notre fameuse guerre froide, la crise de Berlin. Donc à partir de là, en 1949, l'Allemagne va officiellement être séparée en 2, parce qu'il faut bien acter de la chose. Vous avez une séparation, vous avez un rideau de fer, comme dit Churchill, qui est tombé entre l'Ouest et l'Est de l'Europe. Puis un pays qui ne peut plus exister tel quel, c'est l'Allemagne. Vous allez avoir une Allemagne faisant partie du bloc de l'Ouest, qu'on va appeler République fédérale d'Allemagne, RFA. Vous avez une Allemagne qui va faire partie du bloc de l'Est. Elle va s'appeler RDA. Donc l'Allemagne est séparée en 2 États en 1949. Pour avancer un petit peu, ne pas être trop exhaustif, retenez aussi que en 1961, dans la nuit du 12 août au 13 août, ça va très vite, il construit très vite ce mur, oui, il y a un mur. Les autorités est-allemandes construisent un mur autour de Berlin-Ouest. Je vous mettrai aussi des documents vidéo. Alors ce mur, il sert à quoi ? Attention, il ne sert pas à ne pas pouvoir sortir. Il sert à ne pas pouvoir entrer. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que tous ces habitants de Berlin-Est, là, qui voulaient aller à l'Ouest, qui voulaient vivre une vie démocratique, qu'on avait séparés du reste de leur famille qui habitait du côté ouest de Berlin, par des barbelés du rideau de fer qui entouraient Berlin-Ouest, ils tentent de fuir. Pour éviter qu'ils fuient, on construit autour de Berlin-Ouest un mur. Donc le but est double, faire déguerpir les alliés de l'ouest de Berlin et éviter que les Allemands de la RDA essayent de faire ce qu'on appelle passer à l'ouest. Alors ils vont essayer, ils vont creuser des tunnels sous le mur, lorsque le mur n'est pas encore construit, qu'il n'y a que des barbelés, ils coupent les barbelés, ils essaient de franchir. Il y a un no man's land qui va se créer où personne n'aura le droit d'être. Vous dépassez une ligne blanche, vous risquez des tirs de la part des troupes est-allemandes qui passent avec des patrouilles. C'est une situation catastrophique. À Berlin-Est, des lumières la nuit, comme vous le verrez dans les vidéos, vont éclairer la zone. Une vraie ambiance de dictature. Donc le but de Staline, c'est d'éviter le passage des Allemands de l'Est du côté ouest par le rideau de fer et par le mur de Berlin qui en fait partie à partir de 61. Donc voilà, première chose dans notre guerre froide, là on a vu
toute la construction de ce qu'on appelle ce monde bipolaire. Je pense qu'il y aura 3 vidéos sur la guerre froide. Donc ce monde bipolaire, si on récapitule les choses, voilà. Première chose, comme on l'a vu, on a le monde entier, d'ailleurs invisible, sur des cartes de l'Europe, sur des cartes du monde. Le monde entier va devoir se positionner, sauf les pays qui, à ce moment-là, sont encore des colonies, notamment de l'Europe. On étudiera ces zones-là, qu'on appelle donc le tiers-monde, pas le premier bloc, le bloc démocratique ou de l'Ouest, pas le deuxième bloc, le bloc de l'Est, mais le troisième monde, le tiers-monde, c'est ces pays eux-mêmes, lors de la conférence de Bandung, qui créent ce type d'appellation. La conférence de Bandung qu'on avait ensemble déjà étudiée à ce niveau-là, qui est une conférence pendant laquelle les pays qui ont déjà été décolonisés demandent la décolonisation du reste des zones par les Européens. Donc, première chose, vous avez bien la formation de 2 blocs, le bloc de l'Ouest allié des USA, le bloc de l'Est allié des Soviétiques. Vous avez une première crise qui se passe à Berlin, un blocus de Berlin-Ouest par Staline, auquel les Alliés répondent par un pont aérien, avec une séparation en deux officiellement de l'Allemagne en 2 États, puis la fameuse création du mur de Berlin, qu'on reverra évidemment à ce niveau-là plus tard, ce mur de Berlin et sa fameuse chute en 1989, qui est le premier événement qui va mettre fin à tout ce système de la guerre froide. Et bien justement, cette guerre froide, qu'est-ce que c'est? Une tension entre 2 grandes puissances qui ne se combattent pas directement, mais par petits pays interposés, ces 2 grandes puissances étant l'URSS et les USA, les 2 leaders des 2 blocs. Pas possible de se combattre directement à cause de notre fameuse dissuasion nucléaire. Et bien voilà. Voilà pour notre premier petit cours. On en est à une 30aine de minutes de vidéo, donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est à peu près assez. On verra encore à chaque fois plein de documents. Je pense que je m'améliorerai un peu dans ma manière de faire au fur et à mesure. Je vous dis à bientôt. Les vidéos concernant les cours de 4e et de 6e sortiront au fur et à mesure. Donc pour les 3e, à bientôt pour la guerre froide 2. Une très bonne journée à tout le monde.